Ce qui frappe ceux qui s'intéressent à Clémenceau, ils sont de plus en plus nombreux, c'est qu'il y a un contraste entre l'image de l'homme public et la réalité du personnage tel qu'on l'aperçoit en particulier à travers sa correspondance. Le personnage public, c'est un homme fait de défense de lui-même, d'orgueil, qui protège son intimité avec une multiplication de bons mots, souvent féroces. Un homme qui protège aussi sa liberté à la pointe de son épée ou avec son pistolet, qui donne le sentiment de refuser qu'on l'approche de trop près. Mais en réalité, il cache une grande tendresse qui se marque en particulier par un goût de l'amitié qui éclate dans la collection des lettres que l'on a pu publier. Une fidélité qui passe les années, qui passe les décennies. Naturellement, il est économe de cette amitié, car il est capable de beaucoup de sévérité pour la moyenne des humains. Mais quand il a choisi de tisser avec un être particulier, un homme ou une femme d'ailleurs, des liens spécifiques, et lorsqu'il n'en a pas été déçu, alors son cœur déborde. Et ces lettres témoignent de cela avec une imagination, un talent, une vivacité, un esprit qui en font un grand épistolier. Mais c'est un grand épistolier précisément parce que, contrairement à sa légende, il a beaucoup aimé les êtres. Clémenceau, au nom d'une certaine idée de l'humanité et de l'égalité des hommes sur cette terre, est farouchement anticolonialiste. Il y a un moment qui est resté très célèbre où il affronte Jules Ferry. Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu'elles exercent, et ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation. Voilà, en propres termes, la thèse de M. Ferry. Race inférieure, les hindous, avec cette grande civilisation raffinée qui se perd dans la nuit des temps, avec cette grande religion bouddhiste qui a quitté l'Inde pour la Chine, avec cette grande efflorescence d'art dont nous voyons encore aujourd'hui les magnifiques vestiges. Race inférieure, les Chinois, avec cette civilisation dont les origines sont inconnues. Inférieure, Confucius. En 1930, au moment de l'exposition universelle, Clémenceau pouvait apparaître comme parfaitement dépassé. 60 ans, 70 ans plus tard, c'est évidemment lui qui a raison. Il ne songe qu'à une chose, c'est à voyager. À voyager. Alors que tous ses contemporains en politique sont d'abord sédentaires. Lui, au contraire, rêve de partir loin. Partir en Grèce d'abord, parce qu'il adore la Grèce, et surtout partir plus loin, partir en Égypte, parce qu'il connaît très bien la civilisation égyptienne, et puis vers l'Asie. Vers l'Asie, il a toujours été très attentif envers la civilisation asiatique, envers le bouddhisme en particulier, qui l'intéresse beaucoup. Il s'intéresse à la Chine, il s'intéresse à l'Indonésie. Alors, dans plusieurs voyages, il y va, à la stupéfaction de ses proches, à l'inquiétude aussi. Comment ce vieux monsieur va-t-il supporter ce long trajet en bateau? Bien au contraire, plus il voyage, plus il est vif, plus il est joyeux. Ses lettres pétillent de curiosité, d'intérêt. Il va à la chasse aux tigres en Inde, etc. Donc c'est un retraité flamboyant, et pratiquement jusqu'au bout. Il souhaite toujours s'en aller. Il y a une très belle lettre à son ami Claude Monet. Il lui dit « Ah, Claude, venez, nous allons aller en Grèce. Je ne peux pas aller en Grèce sans vous. » En fait, Monet ne viendra pas. Mais s'il a envie d'entraîner ses amis, il part généralement avec des proches à lui qui peuvent créer autour de lui une atmosphère chaleureuse. Ils partagent ensemble les bonheurs esthétiques, les bonheurs humains, les curiosités politiques. Donc voyager, partir, ne pas se laisser enchaîner à la place où on est. Toujours être libre d'aller ailleurs. Il y a du panthéiste chez Clémenceau. L'idée d'une religion révélée, d'un Dieu unique et personnel, lui est absolument étrangère. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de se passionner pour d'autres religions et il se porte plus directement vers celle de l'Asie
où il y a une sorte de fusion entre la divinité et la nature elle-même. Il a adoré sa maison de Bel-et-Bas, sa bicoque, comme il dit, en Vendée. D'abord, c'est un retour aux sources, à sa jeunesse, à la mémoire de ses parents, à la mémoire du milieu où il a grandi, où son républicanisme s'est forgé. Et puis, c'est une nature qui est très belle, une nature un peu rebelle, une nature qu'on a de la peine à dompter, une nature où faire pousser les choses n'est pas aisé. Puis enfin, ce vieux monsieur qui avait tout connu, de la gloire universelle, a décidé tout seul en face de lui-même d'essayer de creuser ce qu'étaient les philosophies étrangères, les philosophies asiatiques, ce qu'était l'idée qu'il pouvait à ce moment-là, dans les années 1920, dans le grand hiver de son âge, se faire de l'homme au milieu de l'humanité, difficile à comprendre et passionnante à scruter.